Si vous voulez pas, il est temps de partir. Alors, pour cette deuxième partie, on va aller voir un petit peu plus du côté de nos racines et de l'histoire avec cette hypnose classique. Ça m'amène à vous redire un petit mot de Jean Godin. Donc, je vous ai expliqué, Jean Godin, il démarre son activité de formateur dans les années 80. Il a créé l'Institut Milton Erickson de Paris. Et puis ensuite, il a créé l'association, d'ailleurs, qui ici va promouvoir les formations. C'est l'association française francophone. Maintenant, on dit, avant, on n'était qu'en France. Maintenant, on est en Belgique. On va faire des petits tours en Suisse, chez Thierry, des choses comme ça. Donc maintenant, c'est devenu l'association francophone de nouvelle hypnose. Et Jean Godin, à l'époque, lorsqu'il a enseigné l'hypnose, il a été très scrupuleux à bien différencier l'hypnose de spectacle de l'hypnose ericksonienne. Parce que dans les années 80, quand Jean Godin disait « je fais de l'hypnose », tous ses collègues disaient « oh là là, mais ça va pas, t'es complètement fou, c'est pas un truc sérieux, ça, l'hypnose ». Et Jean Godin, lui, il a dû beaucoup travailler pour redonner ses lettres de noblesse à l'hypnose. Pour ça, il a vraiment été pointilleux à faire en sorte, effectivement, que dans son enseignement, on ne puisse pas confondre l'hypnose médicale et l'hypnose de spectacle. Mais du coup, moi je dois tout à Jean Godin, ce que je vous ai pas dit, j'ai pas fini de me présenter ce matin. Je vous ai dit que je suis psychologue, et puis j'ai eu la chance de découvrir l'hypnose pendant mes études, parce qu'en fait j'ai rencontré Jean Godin pendant que j'étais étudiant. Et la grande chance que j'ai eue, c'est qu'il avait besoin d'un stagiaire, et donc j'ai été le stagiaire de Jean Godin. Alors au début je faisais tout, hein. Je vendais les pins, je donnais les reçus, je tenais le vestiaire, etc., etc. Et ça a été formidable. Et puis j'ai travaillé avec Jean Godin pendant 10 ans, c'est-à-dire de 1992 jusqu'à son décès en 2002. Et j'ai eu la chance en 2002, lorsqu'il est décédé, d'hériter de cette association française de nouvelle hypnose qu'il avait créée. Et donc, au début, j'ai fait mon deuil, donc au début, j'ai rien fait. Et puis ensuite, les copains m'ont dit si, Olivier, il faut prendre les formations, etc. Et donc, ça fait maintenant un petit peu plus de... Ça fait 10 ans qu'en 2004, on a repris les formations qui ont lieu un petit peu partout, puisqu'on a une antenne principalement à Paris, une autre à Toulouse, une autre à Bruxelles, une à Nice à partir de l'année prochaine, et puis donc à Annecy, on va développer avec Tania des choses en collaboration à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui. Et donc Jean Godin, dans son enseignement, lui, il avait effectivement tendance à acheter un petit peu le bébé avec l'eau du bain. Parce que cette hypnose classique, elle a aussi de l'intérêt. Et par exemple, il y a quelqu'un dans la salle, je ne sais plus où elle est assise, mais qui venait pendant la pause là, discuter un petit peu, qui m'explique, moi je fais de l'hypnose, déjà ça fait 11 ans, j'ai fait ma formation à tel endroit, et puis j'ai été chez Mesmer, et je suis monté sur scène. C'était vraiment bizarre d'être sur scène chez Mesmer, parce que en fait j'étais très consciente, j'entendais tout ce qui se passait, je n'étais pas endormi. Mais en même temps, j'ai fait des trucs de fou, quoi. Il m'a dit, t'es un animal, tu cherches des poux dans la tête de l'autre, et je cherchais des poux dans la tête de l'autre. Je savais bien que j'étais pas un animal, mais je le fais quand même. Et puis c'est vraiment bizarre, alors je me disais, j'espère qu'il n'y a pas des patients à moi dans la salle. Il n'y a pas de bol pour la collègue, il y avait des patients dans la salle. Méfiant, c'était bien parce que les patients qui lui ont parlé, je vous ai vu chez Mesmer et tout, etc. Ils ont dit, ça crédibilise le travail que vous faites, et moi je trouve ça très bien, etc. etc. Donc là, non. Bon, et donc effectivement, avec cette collègue, la discussion elle-même disait, moi ça m'a intéressé, ces histoires de Mesmer, etc. Parce que j'avais pas vraiment l'impression d'être hypnotisé, mais ça, j'ai souvent des patients qui me disent ça a marché là? Vous êtes sûr que j'étais hypnotisé? Parce que j'ai tout entendu, j'ai pas dormi. Et on en arrive à cette fameuse vision de l'hypnose qui a enfoncé notre inconscient collectif depuis près de 2 siècles, depuis le premier Mesmer, le vrai là. En hypnose, on dort. Vous allez dormir, j'ai dit plusieurs fois déjà ce matin. Vos yeux se ferment, vos paupières deviennent lourdes. Et effectivement, les hypnotiseurs du temps ancien cultivaient l'idée de sommeil parce qu'ils voulaient cultiver l'idée de passivité. Ils voulaient cultiver l'idée de passivité parce qu'ils voulaient cultiver la notion d'obéissance. Ils avaient besoin de sujets soumis. Alors vous comprenez pourquoi les médecins et les psychologues d'aujourd'hui ne s'intéressent pas tellement à cette hypnose, parce que des sujets soumis, obéissants, c'est pas tellement notre éthique, c'est pas tellement notre façon de travailler. Maintenant, cette même collègue qui dit je me suis intéressé aussi à Mesmer parce que donc j'ai des patients qui disent mais vous êtes sûr que je t'ai hypnotisé, j'ai pas dormi. Et puis Mesmer, effectivement, on voit faire des choses vraiment, il touche les gens et parfois les gens ils tombent par terre. Et puis après il leur dit tu cherches des poux, puis les gens ils cherchent des poux dans la maquette, etc. C'est quand même étonnant, hein. Et donc on se pose la question, est-ce que l'hypnose que j'ai appris c'est de la vraie hypnose ou pas? Parce que nous, avec Jean Godin entre autres, et puis d'autres formateurs, on n'a pas appris à faire ça.
parce qu'on disait ça c'est pas bien, en quelque sorte, c'est de la manipulation, c'est pas éthique, c'est pas respectueux. Maintenant, ça fait donc plus de 10 ans que je fais des formations, et il y a un certain nombre de confrères, dentistes, urgentistes, tout ce que vous voulez, anesthésistes, qui disent nous, on veut bien faire de l'hypnose, c'est super intéressant, mais on veut pas perdre de temps. Et donc, ils ont besoin de techniques qui aillent vite. Et Jean Godin, mon maître à qui je dois tout, c'est vraiment ma carrière a été fondée sur la rencontre avec cet homme, avec tout le respect que j'ai eu devant. En plus, maintenant, il est mort, il peut même plus répondre à ce que je vais dire, mais Jean Godin, donc je disais, de temps en temps, on avait le sentiment qu'il enseignait ce que j'appelle parfois la calinothérapie. La calinothérapie, c'est tu peux prendre plaisir à ressentir ta respiration, et les vagues de ta respiration, et ton corps qui se détend, se relaxe au fur et à mesure des vagues de respiration. Comme ça. Et puis une fois qu'il voit que tu es bien rendu à l'état de serpillière, là, bien crêpe, on peut faire des métaphores. Et ça me rappelle une histoire, et ce petit garçon qui tatati sur la plage, et on va raconter des histoires comme ça. Avec l'idée que votre inconscient, il va aller attraper dans la métaphore des suggestions qui vont lui être utiles. C'est ce que j'appelle la calinothérapie. Et de temps en temps, je crois qu'un certain nombre de patients vont avoir besoin qu'on aille un petit peu plus dans le dur. Et puis on parle aussi, quelqu'un d'autre me posait des questions sur les résistances. Mais moi, j'ai l'impression, je voudrais aller en hypnose, mais j'ai l'impression que si on me touche, on me dit tu dors, ça va pas marcher du tout, même que ça va me crisper plus qu'autre chose. Pourtant, je suis curieux, je suis scientifique, j'ai envie d'expérimenter les choses, mais en même temps que j'ai envie, il y a une partie de moi qui résiste et qui bloque. Et les patients résistants, bien sûr que ça fait partie de votre quotidien. Il y a des gens, à peine ils sont assis, ils sont déjà partis en hypnose. On leur dit, attends, soyez polis, attendez-moi quand même. Je paye à la fin, je fais quelque chose. Bon, et puis il y en a d'autres, par contre, vous allez ramer, puis vous sortez les grosses rames même. Parce qu'il y a des gens, effectivement, qui vont être résistants, et il s'agit de contourner ou d'utiliser ces résistances. Erickson avait développé tout un tas de façons de faire pour contourner les résistances. C'est tout ce qu'on a appelé par exemple les suggestions indirectes. Alors ça, c'est des petites filouteries, des petites subtilités de langage. Alors vous connaissez tous par exemple ce qu'on appelle la suggestion négative paradoxale. Ça, c'est un mot savant pour dire un truc que vous connaissez très bien. C'est ce que les psychologues disent quand ils disent l'inconscient n'entend pas le négatif. Mais ça veut dire quoi concrètement en français, l'inconscient n'entend pas le négatif? C'est un petit jeu que vous avez probablement déjà entendu. Je vais vous demander quelques instants de concentration. Après la pause, c'est possible. Quelques instants de concentration pour surtout, mais surtout, ne pas penser à un éléphant blanc. Et vous entendez la salle qui sourit, parce qu'effectivement, quand on entend la phrase « ne pense pas à un éléphant blanc », pour comprendre ce qu'on est en train de vous dire, vous êtes d'abord obligé de dessiner l'éléphant blanc, pour dire « ok, c'est à ça qu'il ne faut pas penser ». Mais trop tard, il y a une espèce de piège. Cette suggestion négative paradoxale fait partie des petites filouteries, c'est là les cousus de fil blanc, mais qui vont être utilisées pour contourner des résistances. Erickson, par exemple, un jour il fait une démonstration et puis il dit tiens, j'aurais besoin d'un volontaire pour venir ici, puis il y a quelqu'un dans la salle qui dit moi je veux bien parce que j'y crois pas à vos trucs. Erickson dit mais vous avez raison, c'est très 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 bien, venez, je vous en prie. Faites attention quand même à ne pas rentrer en hypnose avant d'être assis sur le fauteuil. Alors ça fait rigoler tout le monde, mais n'empêche que cette plaisanterie fait passer l'idée que c'est tellement facile de rentrer en hypnose qu'il faut même se concentrer pour ne pas y entrer. Et alors ça rejoint, c'est un autre aspect, ça va être l'hypnose conversationnelle. Parce que l'hypnose conversationnelle, ça donne quoi? Ça veut dire qu'on apprend à faire attention à ce qu'on fait. Et une fois que vous avez compris l'exemple de l'éléphant blanc, vous avez aussi compris que la plupart des parents manquent de bon sens. C'est-à-dire quoi que les parents manquent de bon sens quand vous étiez gamin, parce que c'est pas vous les parents qui manquent de bon sens. Vous, je sais, je vois, vous avez des bonnes têtes, c'est pas vous. Mais par contre, vous avez eu des parents. Et vos parents, à vous, ils manquaient de bon sens. Parce que vos parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Des bêtises que vous ne faites pas, bien sûr. Mais vos parents, ils se sont approchés de vous avec un produit sur un coton. Et ils ont dit, t'inquiète pas, ça fait pas mal, ça pique pas. Et comme vous, en tant qu'enfant, vous aviez du bon sens, vous aviez compris que chaque fois que les parents disaient, t'inquiète pas, ça fait monter l'inquiétude. Ça fait pas mal, il va falloir commencer à courir. Ça pique pas, et en plus, ça va piquer pendant longtemps. Vous voyez, les soignants ont appris à ne plus parler comme ça. Enfin, presque. Parce que malheureusement, c'est encore des choses qu'on entend. Vous voyez, le médecin, non, je ne vais pas en parler. Il y a un bouquin que j'aime bien, c'est les 4 accords Toltec. Et le premier accord Toltec dit que ta parole soit impeccable. Donc il y a des fois, vaut mieux se taire. Alors, Jean Godin, je vous disais,
il a laissé de côté cette hypnose classique, et pourtant elle va avoir de l'intérêt pour un certain nombre de patients qui ont besoin d'être convaincus, qui ont besoin que ça aille vite. Alors, je vais vous expliquer maintenant les tenants, les aboutissants de cette hypnose classique. Donc là, on vient à Bernheim et à Liébaud. Vous savez qu'il y a eu une querelle historique dans le monde scientifique. Ce qu'on a appelé d'un côté l'école de Nancy, avec Bernheim et Liébaud, et puis de l'autre côté l'école de la Salpêtrière, avec Charcot. Et en fait, ils s'opposaient à l'époque, donc on est un bon siècle en arrière, on est 1890, 1900, etc. On a un bon siècle en arrière, et ils s'opposaient sur la conception de l'hypnose. Et finalement, ceux qui avaient raison, Charcot a eu tort, ceux qui avaient raison, c'est Bernheim et Liébaud, qui ont pu écrire « Il n'y a pas d'hypnose, il n'y a que de la suggestion ». Et à l'époque, c'était vrai, et quelqu'un comme Mesmer n'utilise que ça, il n'utilise que la suggestion. Ça veut dire que cette hypnose classique, elle va finalement pas fonctionner avec tout le monde. Quand je vous parlais des résistants, il y a beaucoup plus de résistants en hypnose classique que dans l'hypnose ericksonienne. Parce que l'hypnose classique, c'est un espèce d'affrontement frontal. C'est, voilà, suggestion directe, maintenant c'est comme ça, pas autrement. Ben, il y a plein de gens, dès que vous leur dites maintenant c'est comme ça, pas autrement, aussitôt il y a le côté rebelle qui vient se remettre en place en protection. Alors la suggestivité, c'est vraiment une notion compliquée à expliquer, même pour les majorités des psychologues dans la salle, même pour les psychologues que nous sommes. Il y a une question que j'ai oublié de poser, je voudrais me rendre compte un petit peu du public. Qui est déjà formé à l'hypnose dans la salle? Parce que j'ai rencontré plusieurs anciens élèves, je crois qu'il y en a quelques-uns qui sont formés à l'hypnose. D'accord, une dizaine, quand vous êtes une dizaine, elle est déjà formée. Donc pour vous dire, ça va aussi être intéressant ce qui vient. Alors, la suggestibilité, c'est une notion un petit peu compliquée à saisir, parce que être suggestible, on ne sait pas à quoi ça correspond, on ne sait pas à quoi c'est corrélé. On pourrait imaginer que si vous êtes suggestible, c'est que vous êtes faible d'esprit, que vous êtes manipulable. Pas du tout. Parce que vous pouvez être chef d'état-major, 4 étoiles ou je ne sais quoi, et pour autant être suggestible. Vous pouvez être directeur de recherche au CNRS, c'est-à-dire un esprit critique très affûté, et pour autant être suggestible. Vous pouvez avoir un QI à 130 ou un QI à 80, et pour autant être suggestible ou pas. Ça veut dire qu'on ne sait pas à quoi ça tient, à quoi c'est corrélé d'être suggestible ou non. Le seul moyen de savoir si vous êtes suggestible, c'est de faire des tests de suggestibilité. On va en faire, je vais vous expliquer ce que c'est. Il y a des personnes qui sont garées devant le restaurant en face, a priori, qui gênent. Ceux qui sont garés devant le restaurant en face. Donc peut-être qu'il y a des voitures garées devant le restaurant qui gêneraient. Ça concerne quelqu'un ici ou pas? Une grise, une verte et une blanche. Une grise, une verte et une blanche. Merci. Et il y a des places qui se sont libérées. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous regarder. Bon, vous leur raconterez ce que je vais dire maintenant, d'accord? On va pas les attendre. Donc effectivement, cette suggestibilité, on ne sait pas à quoi elle est corrélée. Le seul moyen de la mesurer, c'est de la tester. On est tous plus ou moins suggestibles. Et si on schématise, on va dire qu'il y a 3 tiers dans la population, facile, 1 tiers de gens suggestibles. Mesmer, ceux-là, il va les aimer. Parce que les bénévoles qu'il va chercher pour monter sur scène, il va bien sûr les chercher dans ce 1er tiers de gens suggestibles. À l'autre opposé, vous avez 1 tiers de gens qui est quasiment pas suggestible. Ah, Mesmer, il va pas les aimer du tout, ceux-là. Et puis, vous avez 1 tiers de gens qui sont un petit peu suggestibles, moyennement suggestibles. Ça va marcher quand même, mais il faudra un petit peu plus de métier. Cette suggestibilité, elle est donc présente plus ou moins en chacun d'entre nous. Et elle se manifesterait de la façon suivante. Lorsque vous recevez une idée, cette idée va avoir une certaine capacité à cheminer en dedans de vous, en quelque sorte à l'abri de l'esprit critique habituel. Alors, la suggestibilité, vous la verrez à l'œuvre dans la vie de tous les jours. Exemple, j'ai 3 enfants, alors j'ai une grande fille qui a 20 ans, une moyenne qui a 10 ans, puis un petit garçon qui a 4 ans. Et donc le petit garçon qui a 4 ans, figurez-vous, il est rentré en 2e année de maternelle, et en 2e année de maternelle, tu as la réunion avec les parents, profs, de début d'année. Et à la réunion de début d'année, on t'explique des choses comme « il ne faut pas mettre d'écharpe ». Même en hiver, ne mettez pas d'écharpe, parce qu'avec les écharpes, il risque de s'étrangler, etc. Donc il faut un tour de cou, si vous voulez, machin bidule. On vous explique comment est-ce que ça va se passer pour les risques de la bibliothèque, etc. Et alors il y a un moment où la maîtresse, elle fait « Ah, l'époux ! Il faut que je vous parle d'époux. » Parce que l'époux, c'est toute l'année. Toute l'année. Parce que voilà, quand vous avez 30 dans une classe, eh ben, ils vont se les repasser à tour de rôle. Alors, au moins une fois par semaine, vous surveillez les cheveux. D'accord?
Vous surveillez les cheveux, vous regardez bien comme il faut, etc. Si vous voulez se gratter, si vous voulez se gratter, bien sûr, vous regardez. Hein. Et alors, puis alors en plus, pas de bol, hein, parce que dans la salle où on était, là, à l'école, il y a du parquet par terre. Et elle a dit, bon, des fois, on a des puces de parquet. Bon, ça va, ça se voit mieux, ça glisse sous la chaussette, c'est un petit peu embêtant quand ça gratte et tout. Mais vous voyez, hein, regardez autour de vous, là. Au fur et à mesure qu'on parle des poux ou des puces de parquet, il y en a quelques-uns, de plus en plus, ils sont là, etc. Et puis il y en a d'autres, ils sont comme ça, je ne me gratterai pas, je ne me gratterai pas. L'idée de la démangeaison amène une sensation physique. Et si je n'avais pas parlé de démangeaison, cette sensation physique, il y avait statistiquement peu de probabilité qu'elle émerge maintenant. Je parle de cette idée. L'idée, c'est une évocation. L'idée, c'est une forme de suggestion. Et l'idée de la démangeaison va, chez certaines personnes, provoquer une démangeaison. Et puis après, vous savez, la psychologie, c'est contagieux. C'est un petit peu comme... rendez-vous compte, là, il y a eu 700 morts à la Mecque. 700 personnes qui sont mortes parce qu'elles se sont marchées les unes sur les autres. La panique est un phénomène hautement contagieux. D'autres phénomènes psychologiques qui sont contagieux, c'est comme le fou rire. Le film le plus drôle que vous avez vu, c'est pas forcément parce que c'était super drôle ce qui se passait sur l'écran. Mais si vous avez la chance d'avoir dans la salle quelqu'un qui a un rire de poule ou de cochon, alors là, effectivement, il fait rire tout le monde. Vous voyez, tiens, peut-être une ici, on va creuser un peu pour voir. Le rire, le faux rire, la peur, la panique, il y a plein de la tristesse, il y a plein de phénomènes psychologiques qui sont contagieux. Et la suggestion fait partie de ce phénomène contagieux. Donc une fois qu'il y a des gens qui commencent à se gratter, bien sûr, on a encore plus tendance à se gratter quand on entend et quand on voit les autres se gratter, parce que tout ce non-verbal va renforcer la suggestion. Alors effectivement, on fait une suggestion au premier rang. Un autre phénomène extrêmement contagieux, c'est le bâillement. On dit un bon bailleur en fait bailler 7. Ça aussi, c'est l'effet de la suggestion. Si personne ne baille devant vous, il n'y a aucune raison que vous ayez envie de bailler. Puis il y a un d'entre vous qui se met à bailler dans un coin, et du coup, il y a plein de gens qui ont envie de bailler. L'idée amène une réponse comportementale ou une autre idée ou quelque chose comme ça. La suggestion s'appuie là-dessus. Elle est à l'œuvre dans la vie de tous les jours encore, parce que, imaginez par exemple, votre fille, tiens, ma grande, là, qui a 20 ans, à partir de 15 ans, elle a dit « Papa, je peux aller en boîte de nuit ?» Tu rigoles, t'as 15 ans. Interdit, pas de bol, hein. On verra plus tard. Sauf que plus tard, ça vient vite. Qu'est-ce qui grandissent vite, les gosses? C'est affreux. Et donc, il a fini l'année d'après, 16 ans. « Papa, je peux aller en boîte ?» T'as 16 ans, c'est 18 ans. Non, tu peux pas aller en boîte. Hein. L'année d'après, 17 ans. « Papa, je peux aller en boîte ?» Non, ça a 18 ans, t'es pas majeur. On verra l'année prochaine. Avec un peu de chance, elle va avoir oublié. Non, elle n'a pas oublié, dis donc. 18 ans, papa, je peux aller en boîte. Oh putain, merde, ma fille, elle a 18 ans. Oh, ma fille à moi, 18 ans. Oh, c'est pas vrai. Elle va rien faire avec les garçons, rassurez-vous. Hein. Mais donc, effectivement, 18 ans, là, je peux plus lui dire, ça marche plus, l'histoire de t'es pas majeur, parce qu'elle est majeure, zut. Et donc, ok, je vais céder. Mais je dis, par contre, je te préviens, à 1h00, t'es dans ton lit. Sans ça, plus jamais t'as le droit de sortir. Papa, tu déconnes, 1h, machin. C'est comme ça, tu discutes pas. Sans ça, tu sors pas, tu restes là, couché tout de suite. Bon, d'accord. Résultat, il y a du gravier. Bon, chez moi, il y a un portail et puis du gravier. Et les voitures, elles avancent sur le gravier pour venir se mettre devant la maison. À partir de minuit et demi, à peu près, hein, toutes les 30 secondes, j'entendais le gravier. Non, il n'y avait pas de voiture. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez une idée en tête, comme on dit, on prend ses désirs pour des réalités, vous allez orienter vos perceptions par rapport à cette idée. Tout ça, c'est à voir avec la suggestion, avec la suggestibilité. Et donc, les gens sont tous plus ou moins suggestibles, et Mesmer, pour ses spectacles, il va rechercher les gens qui sont les plus suggestibles. On va tester, comme fait Mesmer, et vous allez savoir ici, là, si vous êtes suggestible ou non. Maintenant, je dois vous rassurer, c'est que même si vous êtes très suggestible, vous allez pouvoir faire des trucs débiles. Par exemple, la collègue là, qui raconte qu'elle a cherché des poux dans les têtes de son voisin parce qu'on lui racontait qu'elle était une chimpanzé ou je sais pas quoi, etc. etc. Et en même temps, elle sait qu'elle n'est pas un animal, mais comme elle dit, j'ai quand même fait des trucs un peu fous là. Parce que, donc, on sait maintenant qu'elle est suggestible. Mais même quelqu'un qui est très suggestible, on ne peut pas lui faire n'importe quoi. Et dans le contexte du spectacle, elle sait quand même qu'elle est dans une salle de spectacle. Elle sait qu'elle a payé son billet pour venir rigoler, pour venir découvrir des choses, etc. Donc elle est dans une attitude mentale qui fait qu'une partie d'elle accepte de coopérer. Maintenant, imaginons que Mesmer l'arrête dans une rue sombre une nuit et que, il y a fort à parier que même très suggestible, elle ne va pas être dans la même réponse, en quelque sorte, à l'hypnotiseur.
Et il suffit d'un petit peu de bon sens pour se dire que si vraiment les hypnotiseurs pouvaient nous faire faire n'importe quoi, parce que dans les fantasmes des gens, c'est sous hypnose, on peut me violer comme le GHB sans que je me rappelle, parce qu'en hypnose, il y a une amnésie, les gens ne se rappellent pas ce qu'ils ont fait sur scène. Donc dans les fantasmes du grand public, c'est est-ce qu'on peut me violer? Est-ce qu'on peut me voler ma carte bleue et m'extorquer mon code secret de carte bleue sans que je me rappelle? Est-ce qu'on peut me suggérer d'aller tuer quelqu'un? Parce que dans les films, on voit ça. Dans les films, on vous hypnotise au téléphone, puis on dit tiens, tu iras buter ma belle-mère, elle sort de la banque là, à 17h, tu lui mets une balle, et puis alors... la personne, il va aller tuer la belle-mère, il ne sait pas pourquoi il a fait ça, mais c'est lui qui va en tôle, n'empêche, parce qu'il ne se rappelle pas qu'on l'a hypnotisé au téléphone. Dans les films, vous voyez ça. Vous vous doutez que si vraiment c'était possible, ça se saurait. Et qu'il y a des escrocs qui auraient déjà depuis très longtemps utilisé le phénomène. On voit quelques vidéos comme ça sur Internet. Par exemple, il y a Darren Brown, qui est un hypnotiseur anglophone, qui fait une caméra cachée, il se fait filmer, et il va acheter des bijoux dans une bijouterie donc, et il peint les bijoux avec du papier blanc. Il a pris une feuille de papier, il a découpé, et il hypnotise le pauvre vendeur de bijouterie en lui racontant que c'est des billets. Et dans la vidéo, ça marche. Il repart avec les bijoux. Alors après, il vient les rendre, on voit qu'il vient restituer les billets, etc., etc. Moi, je suis assez sceptique sur cette vidéo. Mais en tout cas, on a un exemple comme ça, depuis la nuit des temps. Cette vidéo-là, il n'y en a pas beaucoup d'autres à ma connaissance. En tout cas, très clairement, avec un petit peu de bon sens, je vous garantis que si j'avais ce pouvoir d'hypnotiser les gens dans la rue et de leur dire « Tiens, file-moi tout ton fric et tu te rappelleras pas que tu m'as croisé », je crois que je serais pas en train de m'emmerder à faire une conférence devant vous. Parce que j'aurais moyen d'être beaucoup plus riche, beaucoup plus rapidement. Puis j'irai aux Bahamas ou je ne sais quoi. Déjà, je suis content d'être au bord du lac, c'est sympa. Hein, mais les Seychelles, c'est bien aussi quand même. Donc, vous voyez, l'hypnose n'a pas tous les pouvoirs, même si vous êtes très 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 suggestif. C'est ce qu'on appelle la coercition. Est-ce qu'on peut obliger les gens à faire quelque chose qu'ils ne voudraient pas faire? Quelle est la valeur coercitive de l'hypnose? Elle a été mesurée plusieurs fois expérimentalement, où on donne aux gens un couteau et on leur demande d'aller planter le couteau dans le ventre de quelqu'un d'autre, etc. Alors le souci, c'est si vous hypnotisez un tueur à gages. Parce que lui, il fait ça tous les jours, au quotidien. Donc en hypnose, ça ne va pas le déranger. Mais en hypnose, on ne pourra pas vous faire aller plus loin que vos valeurs profondes. Imaginons que quelqu'un fasse, je sais pas, soit naturiste et se baigne à poil tous les étés à Ibiza ou je ne sais quoi. Bah, si en hypnose, je lui demande de se déshabiller, pas de problème, c'est son quotidien. Par contre, la personne va être extrêmement pudique. En hypnose, je lui demande de se déshabiller, c'est totalement contraire et profondément à ses valeurs. Elle va même pas enlever un bouton de la chemise ou je ne sais quoi. Donc vraiment, l'hypnose de spectacle va fonctionner parce qu'on est aussi dans l'état d'esprit du spectacle. Et que sorti du spectacle, on n'a plus du tout le même pouvoir. Ça, c'est pour vous rassurer. S'il y a des gens ici qui sont suggestibles, rassurez-vous, ça ne veut pas dire que vous êtes faible d'esprit et ça ne veut pas dire qu'on peut vous faire faire n'importe quoi. Alors je vais maintenant vous faire des tests de suggestibilité. Ensuite, ce que je vous proposerai pour les gens qui sont les plus réceptifs parmi vous, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on démarre un spectacle. Et souvent dans les spectacles, ce qui impressionne un petit peu les gens, c'est les histoires de chute. Alors, par exemple, vous avez ce qu'on appelle la chute en arrière. Alors ça peut être en arrière, en avant, sur le côté, etc. Il y a plein de façons de faire. Mais l'idée, c'est qu'on se met derrière vous, on raconte que les mains deviennent des aimants, on pose les mains sur votre dos, et que donc, quand les mains vont reculer, votre dos va rester collé aux mains, et hop, vous verrez les gens qui partent en arrière. Ça permet aussi, lorsque l'hypnotiseur commence son spectacle de cette façon-là, pour lui de... Alors Mesmer, comment est-ce qu'il s'y prend? Mesmer, par exemple, vous avez 2000 personnes dans la salle, il demande à tout le monde de croiser les mains au-dessus de la tête. Alors je vais poser le micro 30 secondes. Vous voyez, il leur demande de croiser... Ne le faites pas vous. On voit aussi les suggestibles, là. Ceux qui commençaient à le faire, bon, j'ai des bons clients dénoncés. Mais donc, Mesmer dit à tout le monde, là, croisez les mains au-dessus de la tête de cette façon-là. Et puis ensuite, il dit, je vais compter jusqu'à 7. Et au fur et à mesure que je compte, vos mains vont se coller, vos mains vont se souder. Arrivé au compte de 7, vous serez totalement incapable de décoller les mains. Et donc, effectivement, vous avez compris la suite. Lorsqu'il a fini de compter jusqu'à 7, et qu'il dit « Essayez donc de décoller les mains pour voir », vous avez des gens le plus tranquillement du monde, ils décollent leurs mains. Et puis, vous en avez d'autres, à nouveau, je pose le micro, qu'est-ce que ça donne? C'est-à-dire qu'effectivement, ces gens-là vont se dire « Merde, qu'est-ce qui m'arrive? Mes mains sont collées, j'arrive pas à les décoller. » Et puis après, Mesmer, il dit « Tous ceux qui sont incapables de décoller les mains, vous vous levez, vous venez sur scène.
Et donc les gens qui ont les mains toujours collées comme ça en l'air, bah, ils se lèvent. Et puis alors, imaginez la longueur de la salle quand il y a 2000 personnes. Il y en a, ils font 100 mètres et ils traversent la salle toujours comme ça. Avec les mains collées. Et puis ils arrivent sur scène. Et donc, la scène, elle va être très vite remplie. Et dès que Mesmer a 30 personnes sur scène, il dit aux autres, stop, 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 il n'y a plus de place. Après, la scène se casse la gueule. Merci, allez vous rasseoir. Et tu en as quelques-uns. Donc ils vont se rasseoir, mais ils vont se rasseoir toujours les mains collées, effectivement, parce qu'ils sont toujours sous l'effet de la suggestion, tes mains sont collées. D'accord? Et puis, ensuite, effectivement, donc là, ceux qui ont été incapables de décoller les mains, j'ai des probabilités de me dire ils sont suggestibles, c'est des bons sujets. Puis Mesmer va faire d'autres choses, et par exemple, il va faire, avec les 30 qui sont sur scène, donc il y a un carré de 30 sur scène, il va faire cette histoire de chute en arrière. Et puis là, on va observer la qualité de la réponse. C'est-à-dire que les gens qui sont très suggestibles, sur le profil, ils vont tomber comme un arbre. C'est-à-dire que vraiment, c'est un tronc d'arbre, qui tombe comme ça. Bien sûr, on les retient, on les laisse pas tomber par terre, parce qu'on en a besoin pour la suite du spectacle. Donc il ne faut pas les abîmer tout de suite. Et puis, vous verrez aussi des gens qui vont être plus ou moins résistants. Ils sont suggestibles, mais ils sont quand même résistants. Alors quelques-uns vont faire comme je viens de faire là, c'est-à-dire que dès qu'ils sentent que ça part en arrière de trop, ils remettent le pied, ils reprennent le contrôle, ils se sécurisent. Quand ils remettent le pied et qu'ils reprennent le contrôle, ça veut dire quelque part qu'ils sortent de la relation, qu'ils sortent de la suggestibilité. Ceux-là, Mesmer, il va leur dire merci, allez vous asseoir, puis il va continuer surtout le spectacle avec ceux qui tombent comme un tronc d'arbre. Puis après, vous aurez une réponse intermédiaire qui est... Vous voyez, quelqu'un dont on sent très clairement qu'il ressent cette attirance en arrière, mais qu'il cherche en même temps à lutter, à résister. Alors vraiment, les bons clients, ça sera pour ceux qui tombent là comme un tronc d'arbre, comme Aïe. Et puis, une fois qu'on a parlé comme ça des bons sujets, alors les bons sujets, vous avez compris que c'est les gens qui sont suggestibles. Eh bien, on peut aller encore plus loin. Et par exemple, une chose que je veux vous montrer ce matin, c'est les gens qui tiennent à manger entre deux tréteaux. Alors, j'ai pas de tréteau, j'ai pas prévu mes tréteaux, mais par contre, j'ai demandé qu'on ramène 2 tables là tout à l'heure. Merci, jeune homme. J'ai demandé qu'on ramène 2 tables, et l'idée c'est que l'une d'entre vous, je ne sais pas, ceux qui sont suggestibles ici, on pourra faire 2-3 personnes si vous voulez, va pouvoir vivre cette expérience d'être allongé entre les 2 tables. Alors je vous explique ce qui se passe, parce que c'est passionnant sur le plan psychologique et physiologique. On a 2 types de fibres musculaires. Vous avez les fibres musculaires du mouvement volontaire. Les fibres musculaires du mouvement volontaire, elles ont de la puissance, elles ont de la force, mais pas beaucoup d'endurance. Imaginez que je soulève un truc qui est très lourd. Voilà, je vais être capable de le soulever, mais au bout d'un moment, mon bras va trembler, je vais tétaniser, je vais fatiguer. D'accord? Ça, c'est le mouvement volontaire qui active un certain nombre de fibres. Et puis, il y a un deuxième type de fibres musculaires, c'est ce qu'on appelle les fibres de posture. Alors, elles, c'est un petit peu l'inverse. Elles ont beaucoup d'endurance, mais pas forcément beaucoup de puissance. Les fibres de posture, celles que vous connaissez bien sans les connaître, c'est celles que vous avez au niveau de la nuque, au niveau du cou. Parce que quand vous vous endormez devant la télé, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Ou quand vous vous endormez sur l'autoroute, même chose. Voilà, c'est ça qui vous réveille d'ailleurs. C'est que vous sentez la tête qui décroche d'un seul coup. Au moment où la tête décroche, ça veut dire que vous avez débranché, sans savoir comment vous faites, vous avez débranché le fonctionnement de ces fibres de posture qui tiennent votre... Elles gagnent la totalité de notre corps. Parce que regardez, là, je tiens assis sur ce truc-là. Mais si vous regardez bien, il n'y a pas de dossier. Et pourtant, je ne suis pas avachi, je ne me casse pas la gueule en arrière, ou je ne suis pas en avant, comme certains adolescents là, qui manquent un peu de fibres de posture. Vous voyez ce que c'est, du coup, les fibres de posture? C'est-à-dire que je tiens droit sur mon tabouret. Je n'ai pas besoin de dossier. Parce que les fibres de posture, elles gagnent mon dos, et elle donne à mon dos la capacité de se maintenir droit. Ça peut durer 10 heures. Alors peut-être qu'au bout de 10 heures, j'ai un petit peu mal au dos, j'ai peut-être fatigué. Mais grosso modo, si je dois rester debout, même chose. Hein. Quand je tiens debout, on ne s'en rend pas compte, mais aussitôt, les fibres de posture, elles vont gainer tout votre corps pour que votre corps puisse tenir droit, debout, sans fatigue. Vous pouvez rester debout 3 heures, vous n'avez pas été épuisé. Enfin, je vous le souhaite, je vous le souhaite. Et alors, ces fibres de posture, vous avez compris, elles n'obéissent pas à la volonté. Elles bossent à longueur de journée, vous n'avez pas conscience de les faire travailler. Elles répondent à cette gestion inconsciente. Et l'hypnose, avec ce que je vous ai expliqué d'Erickson ce matin, l'hypnose, c'est faire bosser nos capacités inconscientes. Donc vous allez voir quelque chose de surprenant, vous allez voir des gens qui tiennent debout
en position allongée. Mais finalement, c'est ça. Quand ils sont allongés entre deux tables, ils sont dans la même tenue, ils sont gainés par leur fibre de posture, qui va leur donner cette capacité de tenir droit comme s'ils étaient debout, sauf qu'ils sont debout allongés. S'il y a parmi vous des gens, des médecins qui sont habitués à toucher des abdomens, etc., vous pouvez venir toucher le ventre de la personne, et ce que vous allez constater, c'est que cet abdomen, il est normal. Cet abdomen, il est souple. Si quelqu'un ici veut faire l'essai de tenir entre les deux chaises sans hypnose, entre les deux tables sans hypnose, bien sûr qu'il va être capable de le faire. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va tenir comme ça. C'est-à-dire qu'il va tenir avec l'effet du mouvement volontaire. Et là, si vous touchez son ventre, vous verrez que le ventre, il est tout dur, parce que c'est les abdos qui tiennent. Si vous touchez le dos, vous verrez que le dos, il est tout contracté, parce que c'est les dorsaux, etc., tous les muscles du dos qui vont aussi tenir. Alors que la personne qui tient sous l'effet de l'hypnose, eh ben, elle est détendue, elle est relaxe. Et vous verrez, par exemple, une belle respiration ventrale. Vous verrez, pour ceux qui toucheront le ventre, que le ventre est souple et que les abdominaux sont relâchés, détendus. Alors, moi, ce que je ne fais pas, par contre, c'est comme dans les spectacles. Mesmer, une fois qu'il y a quelqu'un qui est allongé entre deux tables, il assoit quelqu'un sur son ventre. Alors, il prend pas moi, par exemple. Moi, c'est 100 kilos, il prend pas moi pour asseoir sur la dame. Bon, on va trouver une petite minette là, qui fait 50 kilos, et puis hop, on pose les 50 kilos sur le ventre de la personne. Et elle est capable de les tenir. Ça ne dure pas un quart d'heure, mais elle est capable de les tenir. Moi, je ne fais pas parce que j'ai un petit peu plus peut-être de précaution que Mesmer, et je ne connais pas votre état général. Je ne sais pas l'état de vos vertèbres, je ne sais pas l'état de votre dos, etc., etc. Et que tenir 50 kilos sur son corps, qui est lui-même dans le vide, ça demande quand même un effort musculaire qui fait que les gens qui sont passés chez Mesmer, le lendemain, ils peuvent avoir mal un petit peu partout. C'est pas étonnant parce que leur corps, quand on pose les 50 kilos, fait vraiment cette fois-ci l'effort de tenir ces 50 kilos. Ça veut dire aussi que l'hypnose, quand on vous dit en hypnose, tu peux avoir une force surhumaine, etc. Oui, mais dans une certaine mesure. De même que vous aurez une force surhumaine pour sauver la vie de votre gamin. Mais je suis pas sûr que si votre gamin il est coincé sous un camion 38 tonnes, vous n'arriverez pas à soulever le camion 38 tonnes. Non, c'est pas possible. En hypnose, c'est pas possible non plus. Ah oui, alors à propos des tables, il y a des gens qui posent la question sérieusement, qui disent mais alors quand à la télé on voit là qu'ils enlèvent les deux tables et qu'après on flotte en l'air. Alors ça, je dois vous avouer, moi je sais pas faire. Hein. J'ai pas appris. Et pour moi, c'est pas possible, bien sûr. J'ai quand même un petit peu d'esprit cartésien, critique, etc. Je ne crois pas à la lévitation complète. À Bruxelles, là, dans la formation, il y a 15 jours, j'étais à Bruxelles. Je sais plus où je suis à chaque fois. Et donc là, il y a une fille qui pose la question, mais elle était convaincue. Elle a dit, mais au Tibet, ils savent le faire, flotter au-dessus des rochers à 50 cm et tout. Je sais pas. J'ai tendance plutôt à pas y croire, mais en tout cas, moi, je sais pas le faire, je sais pas enlever les tables. Donc rassurez-vous, pour aujourd'hui, on va garder les tables, d'accord? Voilà en tout cas le programme que je vous propose pour la fin de cette matinée. Donc on va être dans quelque chose de plus ludique et de plus pratique. Et comme ça, vous saurez tout sur cette hypnose que pratique Mesmer. Alors, comme tout à l'heure, d'abord, on va faire deux mouvements là, pour ces histoires de tests de suggestibilité. On en arrive là maintenant. D'abord, je vous montre les mouvements et puis après on les fait. Ok? D'abord, je vous explique et puis après on fait tous ensemble. Alors pour ce premier test, ce que je vous demanderai dans quelques instants, c'est vous vous mettrez debout pour être plus libre de vos mouvements. Et puis un grand classique que Mesmer pratique aussi, c'est qu'on va croiser les mains devant nous, écarter les index, et puis vous allez mettre les index à hauteur du visage, à hauteur des yeux, et regardez cet espace entre vos deux index. Je vais vous montrer après le mouvement, je vous l'explique, après je vous montre, puis après on le fera tous ensemble. Et alors ce qui va se passer, c'est qu'il se passe un phénomène curieux, vous allez voir que les index deviennent comme deux aimants. Et que vos doigts, qui vont d'abord être séparés de 2 cm peut-être, et au fur et à mesure, vous allez voir, ils tremblent, et puis ils se rapprochent de plus en plus. Et comme les mains qui restent collées chez Mesmer, vous allez voir que vos doigts, ils vont se rapprocher, ils vont finir par se toucher, ils vont se coller, et chez les gens qui sont suffisamment suggestibles, ça sera même très difficile de décoller les doigts. Et plus vous essayerez de les décoller, plus ils vont rester soudés. Il y a quelques-uns ici qui ne sont pas suggestibles, leurs doigts ne vont jamais bouger. L'idée c'est ça, c'est vos doigts ils ne bougent pas, vous n'êtes pas suggestibles, vos doigts ils se rapprochent de ça, vous dites qu'est-ce qu'ils font mes doigts, vous êtes suggestible. Et ce que je vous propose et ce que je vous demande, c'est de jouer le jeu. C'est-à-dire que ça ne marche que dans la mesure, pour ceux qui sont suggestibles, ça ne marche que dans la mesure où vous l'autorisez. Si vous dites non, moi je veux pas, je me concentre très fort pour que mes doigts ne bougent pas, bien évidemment, vos doigts, il y a peu de chances pour qu'ils bougent. Laissez-vous surprendre par ce qui vient naturellement et spontanément, et c'est comme ça que vous saurez si vous êtes suggestible ou non.
Alors je vous ai expliqué, maintenant je vous montre encore une fois le mouvement, et puis après on fait tous ensemble. L'idée c'est, je vais poser le micro, on se mettra debout, ce que j'appelle croiser les mains, c'est comme ça, vous croisez les mains devant vous, vous les serrez un petit peu pour chasser l'air qui est entre les deux paumes, et puis après vous écartez les index, alors les index c'est ces deux doigts-là, ceux qui sont à côté des pouces. Vous écartez les index comme ça à peu près 2 cm, vous mettez à hauteur du visage, et puis vous regardez vos index, et le but du jeu c'est que les doigts se rapprochent. Alors ce que je vous propose maintenant que vous avez vu et compris le mouvement, c'est allez-y, posez vos affaires, mettez-vous debout, vous croisez les mains devant vous comme je vous l'ai montré, là, vous croisez les mains très fort, vous écartez les 2 index à hauteur du visage, attends que tout le monde soit en place. Voilà, maintenant vous regardez cet espace qui est formé entre vos 2 index, vous regardez entre vos 2 doigts et vous allez voir que vos doigts vont commencer à bouger, vos doigts vont commencer à trembler, et ils vont se rapprocher inexorablement. C'est juste une question de temps. Chez certains, ça va très 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 vite. Vos doigts deviennent comme 2 aimants qui s'attirent de plus en plus. Plus ils sont rapprochés, plus ils se collent, plus ils se rapprochent, plus ils sont attirés. Ils vont se coller, se souder. Une fois qu'ils sont collés, soudés, plus vous essayez de les séparer, plus une force irrésistible vous empêche de les séparer, de les décoller, de les éloigner. Voilà, très 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 bien. Maintenant, jetez un petit coup d'œil autour de vous pour voir ce qui se passe autour de vous. Vous allez voir des gens avec les doigts collés, des gens avec les doigts séparés. Vous avez une idée de qui est suggestible, qui n'est pas suggestible. Maintenant, vous pouvez tous décoller vos doigts, les aimants s'arrêtent, vous pouvez décoller les doigts tranquillement, vous rasseoir quelques instants. On va observer ce qui s'est passé. Alors, simplement pour faire comme ça un petit peu de statistiques à la louche, ceux qui ont les doigts qui se sont collés, ceux qui ont les doigts qui se sont rapprochés au point de se toucher, levez la main pour voir. Ok, on est, voyez, à plus de la moitié de la salle, je pense. Hein. Ceux qui ont vraiment eu du mal à décoller les doigts, c'est-à-dire non seulement ils se sont rapprochés, mais en plus c'était impossible de les séparer. Levez la main pour voir. Ok. Là, vous voyez, on tombe sur un petit pourcentage, c'est les gens qui sont les plus suggestibles dans la salle. Cette fois-ci, on avait 5 ou 6. Vraiment, c'était impossible de décoller la main, de décoller le doigt. Très certainement, c'est les gens qui sont les plus suggestibles ici. Ça veut dire que, là, comme ça, si maintenant je devais dire, bah tiens, je vais prendre des volontaires pour les allonger entre les 2 tables, bien sûr, je choisirais parmi ces 5 ou 6 qui viennent de dire, moi, je n'arrivais pas à décoller les doigts, c'était impossible, c'était plus fort que moi. On va faire un deuxième test, parce que des fois on répond à certains tests, pas à d'autres, etc. Donc les tests ne fonctionnent pas tous avec les mêmes personnes. On va se donner une deuxième chance de mesurer votre suggestibilité. Alors même chose, d'abord j'explique, après je montre, après on fait tous ensemble. Cette fois-ci, ce que je vous demanderai, c'est, toujours debout, alors on prendra un petit peu de place pour ne pas gêner les uns les autres, vous mettrez les 2 mains comme ça, en face de vous, devant vous. Et puis vous allez choisir librement, main droite, main gauche, il n'y a pas d'importance. Il y a une main, vous mettrez le pouce en l'air, comme si vous étiez en train de faire du stop. Et l'autre main, vous allez la retourner pour mettre la paume en l'air. D'accord ? Ce qu'on appelle la position de la supination. Ça, c'est les mendiants qui supplient. Donc cette position s'appelle la supination. Donc vous mettez une main en supination et une autre main le pouce en l'air. Une fois que vous êtes dans cette position, que je montre maintenant, ça veut dire vous allez vous retrouver comme ça. D'accord ? Les mains à hauteur des épaules, un pouce en l'air, une main à plat comme ça, avec la paume en l'air. Et puis, une fois que vous serez dans cette position-là, vous allez fermer les yeux, et puis vous allez ensuite vous concentrer sur les 2 images que je vais vous proposer. Je vais vous proposer une image pour une main, puis une image pour l'autre main, et ces images vont amener une réponse dans votre corps si vous êtes suggestible. D'accord ? À la fin, je vous dirai la même chose, je vous dirai, bon, allez, maintenant, vous ouvrez les yeux, vous regardez autour de vous, et vous saurez tout de suite qui est suggestible autour de vous ou pas. D'accord ? Alors, si vous voulez bien maintenant, vous allez prendre la position que je vous ai montrée, vous mettez debout, vous tendez les 2 mains devant vous, une main le pouce en l'air, l'autre la paume en l'air, vers le ciel. Voilà, je pense que tout le monde a cette position, donc maintenant vous allez pouvoir fermer les yeux. Et puis vous allez d'abord vous concentrer sur la main qui a le pouce en l'air. Autour de votre pouce, vous allez attacher des ballons gonflés d'hélium, des ballons qui vont monter vers le ciel, et vous allez sentir cette main devenir de plus en plus légère, agréablement légère. Elle va être soulevée par les ballons, un gros bouquet de ballons, de plus en plus de ballons qui se gonflent, de belles couleurs, de jolies formes, et votre main va être attirée vers le ciel. Vous allez très bien sentir la différence avec l'autre bras, parce que dans l'autre bras, on va poser un gros livre, une grosse encyclopédie, un gros dictionnaire. Vous allez voir, c'est très 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 lourd et assez vite. Vous allez sentir vos bras qui tétanisent, ça peut même faire un petit peu mal à l'épaule, je suis désolé. Surtout que maintenant, on va rajouter un 2e dictionnaire, une grosse encyclopédie, encore plus lourd. Et vous allez sentir votre bras qui pèse de plus en plus lourd, qui descend. C'est difficile de lutter contre ce poids comme ça à bout de bras. Heureusement, l'autre main, elle est confortable, reposante, avec de plus en plus de ballons, de plus en plus légères.
Maintenant, vous gardez votre position, vous ouvrez les yeux, vous regardez vos mains, vous regardez celles des voisins, vous devinez qui est suggestible et qui n'est pas suggestible dans la salle. D'accord? La caméraman, elle est bien, hein? Elle va faire un tour sur les tables. Hein. Vous pouvez relâcher les bras, vous pouvez vous détendre, vous étirer, vous rasseoir tranquillement. Alors, avec qui ça a super bien marché ce deuxième test? Quels sont ceux qui ont une grande amplitude de mouvement? Donc vous voyez par exemple, quand je dis super bien marché, les réponses là dans la salle, c'est une dizaine de personnes qui lèvent la main, qui ne sont pas forcément les mêmes qu'avec le premier test. Mais en tout cas, vous avez compris, moi je vous explique ce qui se passe. Je vous décode tous les mécanismes. Mesmer, il ne va rien expliquer du tout. Mesmer, il va dire, vous mettez les mains comme ça, voilà ce qui va se passer, je compte jusqu'à 7, c'est collé, soudé, etc. Puis en plus, il fait la grosse voix, il y a la musique et tout. Il vous met dans une phase de régression en quelque sorte. Et donc, effectivement, un petit peu de régression, plus la mise en scène, on est impressionné, il est passé à la télé, le mec. D'ailleurs, au début du spectacle, il met des extraits de toutes les émissions de télé auxquelles il a participé. Oh là là, il a rencontré toutes les vedettes, etc. Tout ça aussi, bien sûr, va jouer de la préparation psychologique pour la suite du spectacle. Moi, ici, c'est juste vous montrer qu'on peut avoir... Non, c'est ça. On peut avoir comme ça, donc, cette capacité à être suggestible. Et finalement, je vous dirais, c'est une chance. Dans les formations, lorsque donc il y a un week-end que je propose où on travaille uniquement ces histoires de suggestion classique, de suggestion directe, etc. Et donc il y a des gens, paf, ils partent comme ça. Et d'autres, au bout de 2 jours, ils sont pas suggestibles, ils n'ont toujours pas réussi à partir. À la fin du week-end, c'est ceux qui sont pas partis qui font la gueule. Parce que vraiment ceux qui... Alors après, donc on fait comme Mesmer, hein, c'est on compte jusqu'à 3, les gens ils tombent par terre, ils sont partis en hypnose, loin, etc. Et ceux qui ne vivent pas ça, ils disent « Ah, je suis frustré, ça a l'air tellement chouette ce qu'il vit, ce qu'elle vit. » Parce qu'effectivement, ceux qui sont allongés par terre, etc., ils disent « Oh, c'était génial, j'avais pas envie de bouger. Parce que je me suis dit, si je bouge, ça va partir. Je voulais pas bouger tellement j'étais bien. » Et vraiment, effectivement, finalement, être suggestif dans le cadre de la thérapie, c'est une chance. Vous allez pouvoir aller beaucoup plus vite. Et puis, au niveau corporel, même mobiliser des choses que d'autres n'arriveraient pas à mobiliser. Ou alors au prix de je ne sais combien d'années de yoga. Il faut être ceinture noire de yoga, là, en haut du Tibet, pour effectivement réussir à faire les mêmes choses. Donc avec l'hypnose, on va gagner beaucoup de temps. Alors, maintenant pour la suite, ça va être simple. Hein. Je serai peut-être obligé de poser le micro, mais je vais parler fort. Donc, vous avez compris, si vos doigts ne sont pas rapprochés, si vos bras n'ont pas bougé, c'est que vous n'êtes pas suggestible. Et donc, vous ne pourrez pas tenir entre les 2 tables sous l'effet de la suggestion hypnotique. Vous tiendrez entre 2 tables, mais sous l'effet de la volonté, donc vous allez vous fatiguer, vous allez vous faire des raideurs, etc., etc. Et donc, effectivement, ce que je vais proposer, c'est à ceux qui veulent. Hein. Moi, je ne vais pas regarder, vous êtes plus de 100, là, je ne vais pas regarder qui est suggestible, qui ne l'est pas. Mais au moins 4 ou 5 personnes qui se sont senties bien répondre Alors, il y a toi, bien sûr, hein, toi, je t'ai surveillé parce que tu as dit, ah, je sais pas, c'est la collègue qui est en blanc, là, qui est passée chez Mesmer. Et donc, effectivement, elle a bien répondu à tous les tests, hein, pas de souci. Mais donc, voilà, les gens comme ça qui se sont révélés très suggestibles. Caméraman, c'est Myriam, c'est ça? Non. Magali, pardon. Ou Magali, sur le deuxième test, on a vu que tu répondais bien. Sur le premier, tes doigts se rapprochaient? Oui. Un petit peu, mais donc... Voilà, en tout cas, voilà, ceux qui veulent, hein, moi je ne désigne pas, mais ceux qui veulent 4 ou 5 personnes, ce que je demandais, c'est de venir devant comme ça avec moi pour qu'on fasse le test de la chute en arrière et que tout le monde dans la salle puisse voir les qualités de réponse que vous avez. Et puis, parmi ceux qui vont avoir fait la chute en arrière et qui auront une bonne qualité de réponse, à 1, 2 ou 3 personnes comme vous voulez, on proposera de passer entre les 2 tables. C'est-à-dire que, alors là, j'aurais besoin, je vais vous expliquer après, j'aurai besoin de gens pour m'aider à les soulever et puis à les allonger entre 2 tables. Et alors par contre, juste une chose, c'est que pour les besoins là, de votre journée, on va filmer cette démonstration, qu'on mettra des extraits sur YouTube. Donc ceux qui viennent ici pour être éventuellement entre 2 tables, ça veut dire aussi vous autorisez tacitement à ce que éventuellement vous soyez, alors on va pas faire de gros plans, etc., mais vous pouvez vous retrouver éventuellement sur YouTube. Je préfère vous prévenir avant qu'après, d'accord? Comme ça, c'est vraiment ceux qui veulent, c'est le volontariat pour ici faire l'expérience. Qui a envie de tester cette histoire de chute en arrière? Qui a envie d'être éventuellement sur la table? Oui, toi, très bien, on sait que tu es suggestif, viens, je vois moi qui se lève là-bas, venez. Allez-y, 4 ou 5, hein, levez-vous comme des grands, venez ici, ceux qui veulent. Qu'on en a au moins 4 pour la chute en arrière, 4 ou 5? 3? Ah ben ça y est, je les 5, c'est bon, donc on a le... Venez ceux qui sont debout, on a le nombre de personnes suffisantes. Donc là maintenant je vais poser mon micro pour la suite et puis je vais chercher à parler fort pour que vous puissiez entendre ce qui se passe. Hein. Alors, comment ça va se passer? Ce qu'on va faire, c'est qu'à tour de rôle, là, je vais donc m'occuper des personnes une par une. Et donc c'est seulement la personne dont je m'occupe qui m'écoute.
parce que là, je me méfie des gens qui sont très suggestibles. C'est-à-dire que les gens qui sont très suggestibles, quand on dit, je parle à une personne, par exemple, pour lui dire, tu vas sentir ton corps attirer en arrière, ceux qui sont très suggestibles à côté, ils peuvent maintenant prendre la suggestion pour eux, sauf que là, je ne suis pas derrière pour les retenir. Donc c'est pour ça que j'insiste bien, voyez, on fait les choses de façon propre. C'est uniquement la personne dont je m'occupe, uniquement la personne que je touche, qui est sensible à ce que je raconte. D'accord ? Et donc, ce que je vais raconter, c'est que je vais leur demander de se tenir droit, comme ça on va se mettre par rapport à vous dans ce sens-là. Je vais leur demander de se tenir droit, et puis je vais mettre mes mains juste derrière elles, comme ça, mais tout doucement, et puis raconter que mes mains deviennent des aimants, qu'elles sont collées, qu'elles sont soudées. Et lorsque je vais retirer les mains en arrière, eh ben, si ces gens sont suggestibles, et ce qui a priori c'est le cas, ils vont sentir en toute bonne foi qu'il y a une espèce de force, comme un magnétisme, comme je ne sais pas quoi ce qu'ils vont se raconter. En tout cas, qu'il y a une espèce de force qui fait qu'ils partent en arrière. Et là, vraiment, je reste derrière pour les... Rassurez-vous, je fais 100 kilos, comme je disais, je peux toutes vous retenir. Et donc, effectivement, et là, par contre, elles ont besoin aussi de se sentir en sécurité, parce que si elles ont peur de tomber, la peur de tomber et de se faire mal va venir en quelque sorte bloquer l'effet de la suggestion. Donc, on les retient pour que les gens se sentent en sécurité. Et puis moi, ce que je vais regarder, j'ai l'habitude, c'est quelle est la qualité de réponse dans leur chute en arrière. Et puis, celles qui ont la meilleure qualité de réponse, celles chez qui ça parle le plus franchement, et bon, pour en toute sécurité, proposer cette expérience de mettre les deux tables qu'on mettra ici au milieu, et puis on va demander à la personne, on va suggérer que son corps se raidit, et puis on pourra la soulever comme une planche. C'est là que je disais j'aurais besoin d'aide. Bah, remarquez ici, celles qui sont là pourront m'aider à tour de rôle à soulever celle qui sera volontaire pour être entre les deux tables. Et donc vraiment, ça veut dire il y a deux... Donc la personne sera debout, j'aurais dit ton corps devient raide, 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 et donc il y a deux personnes qui vont prendre les pieds. Moi je vais réceptionner aux épaules avec encore quelqu'un d'autre. Et puis vous allez voir, on la soulève et elle tient toute droite comme une planche entre nos paires de bras. Et puis là on pose sur les deux tables, et puis elle peut rester tranquille. Alors, vous verrez, c'est vraiment surprenant, les gens peuvent ouvrir les yeux, les gens peuvent parler, les gens peuvent rigoler. Et ils sont dissociés, c'est-à-dire il y a une partie d'eux qui est là et puis qui raconte ce qui se passe. Et puis l'autre partie qui fait que le corps y tient, et il est géré, en quelque sorte, par toutes ses capacités inconscientes. Comme je disais, si vous voulez toucher l'abdomen, vous verrez que l'abdomen est souple, et c'est vraiment des choses passionnantes, parce que les gens qui vont être entre les tables, ils n'ont pas l'impression d'être très profondément hypnotisés. Il y a une dissociation qui n'est pas si profonde que ça, et pourtant, ils vont témoigner, parce que sur les tables, il n'y a pas de coussin. Quand on leur dira, mais ça t'a fait mal, l'arête de la table, etc. Ah, je ne les sentais pas, les tables. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être comme posé sur un nuage en quelque sorte, et que c'est super confortable. D'accord ? Donc ça va me prendre 10 minutes pour dérouler tout ça, et puis après on terminera la matinée par des questions. J'imagine qu'il y aura des questions, un échange entre nous. Et cet après-midi, c'est Thierry qui bosse. D'accord ? Alors, qui veut ? Bah tiens, on va commencer par toi, si tu veux bien. Donc tu vas me tourner le dos tout simplement, tu joins les deux pieds ensemble, voilà. Et puis tu peux fermer les yeux pour mieux t'intérioriser. Donc vous voyez, je pose juste ici les mains sur les omoplates. Au début, mes mains sont froides, et puis tu vas t'habituer à la température de mes mains. Mes pieds doivent rester serrés comme ça ? Tu peux les écarter si tu préfères, c'est plus confortable, voilà, très bien. Et puis simplement, donc au bout d'un moment, mes mains sont comme collées, soudées à ton dos. D'ailleurs, tu peux imaginer de la Super Ultra, tu peux imaginer, comme chez le dentiste, un amalgame. Là, il y avait des dentistes, ça prend, ça colle rapidement. Ce qui fait que lorsque je vais retirer les mains en arrière, tu vas sentir que ton dos reste collé, soudé. Et là, vous avez ce que j'appelle la belle réponse. Regardez comment déjà, son corps est raide, rigide, elle est tombée comme un arbre. Ok ? Alors, tu peux te redresser, tu peux ouvrir les yeux. Et puis te remettre tranquillement à ta place pour l'instant, d'accord ? Quelqu'un d'autre ? Peu importe, hein, pareil. Alors, même chose, hein, tu te tiens un petit peu droit, tu fermes les yeux, je mets ici les mains au niveau des épaules, des omoplates, tu vas prendre un petit peu de temps à t'habituer à la présence de mes mains. Et puis simplement, tu vas sentir comme de haut, on ne sent plus très bien le contour des mains, ça fait comme un bloc, et que ça devient collé, soudé, comme des aimants, comme de la colle Super Glue 3. Ce qui fait que lorsque je tire les mains en arrière, ton corps reste soudé, collé, soudé. Vous voyez, même chose, là on a une belle réponse, son corps il est raide. Et donc au moins ces deux personnes, voilà, je te redresse, tu peux ouvrir les yeux, tu peux reprendre ta place. Au moins ces deux personnes, par la qualité de leur réponse, ont montré qu'elles peuvent passer sur les deux tables, et elles seront en sécurité. Parce que voilà, vraiment, moi, je sens en plus, hein, alors avec la vidéo, ça fait des centaines de fois que je le fais, on sent si les gens ont un petit peu peur. Si les gens ont un petit peu peur, ils ont des petits raidissements comme ça. Et quand vous avez les mains sur les épaules, alors il y a des kinés dans la salle externe, vous avez l'habitude, quand vous avez les mains sur les omoplates, là comme je suis, vous sentez absolument tout, vous sentez la respiration, vous sentez le rythme cardiaque, et s'il y a les jambes qui se raidissent, dans les épaules ça se répercute, vous le sentez. Donc vraiment on sent toute la qualité de réponse des personnes, et comme ça on sait avec qui on va pouvoir aller entre les tables sans aucun souci. Toi, ce que bien, Elisabeth, je vois sur ton autocollant. Allez, même chose. Alors, tu fermes les yeux. Je pose simplement ici les mains au niveau des omoplates.
On attend un petit moment que le contact s'établisse, et puis tu vas sentir que ça fait un bloc, que ça se colle, que ça s'ouvre. Tu peux d'ailleurs prendre des images qui te conviennent, mettre de la colle, mettre ce que tu veux. Et ce qui fait que lorsque je vais retirer les mains en arrière, tu vas sentir voilà, ton corps qui part très 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 bien. Même chose, on a vraiment... Merci, alors tu peux rouvrir les yeux, te redresser. Mais je continue à les tenir un peu, parce que des fois, les gens ils sont un peu désorientés. Hein, on voit sa tête là. Hein, quoi Marie-Lou. Ok. Allez, même chose. Alors, les grands, l'inconvénient des grands, c'est qu'ils tombent de plus haut. Hein, donc, Allez, si tu veux bien, Marie-Lou, tu fermes les yeux, et puis simplement, pareil, je pose les mains ici. Et puis on va attendre que la colle elle prenne. C'est une colle à prise rapide, mais il faut quand même quelques secondes. Ce qui fait que lorsque je vais retirer les mains malades, tu vas sentir que ton corps est attiré, et je te retiens. J'ai que des bons sujets, ils sont formidables là, Annecy, dis donc. Merci Marie-Lou. Alors, il me reste vous deux. Isabelle. C'est-à-dire, on va changer de sens. T'as raison, Isabelle, on va se mettre comme ça. Allez, très bien. Donc, à nouveau, bah, tu fermes les yeux, tu te tiens droit, c'est super. Je pose ici les mains au niveau des omoplates. Puis, attends que le contact s'établisse. Vous voyez, Isabelle est très très suggestive parce que regardez, elle part déjà toute seule. Il n'y a même rien à faire. Et regardez aussi cette bonne qualité de réponse. Donc, Isabelle, pareil, c'est quelqu'un qui peut passer entre les tables sans aucun souci. D'accord. Et la dernière, c'est, comme on dit, Vincent. Vincent. Ah, c'est toi qui as la voix à faire. Vous allez voir, c'est génial. Allez, donc tu te tiens droit, tu fermes les yeux si tu veux bien. J'ai posé les mains ici au niveau des omoplates, et puis on va en quelque sorte se synchroniser au niveau des respirations. Où tu vas sentir que du coup c'est collé, c'est soudé, ce qui fait que lorsque je tire les mains en arrière, ton corps reste soudé, collé, voilà. Elle a résisté un petit peu. Vous avez senti hein. Ok. Donc ce que vous avez, merci. Hein. Ce que vous avez senti, c'est qu'elle est partie en arrière, et vous voyez, je n'ai pas besoin de regarder, on sent là dans les mains, elle a arqué les jambes comme je vous ai montré tout à l'heure, et puis du coup, quand c'est parti quand même, hop, elle a fait des pas, elle a remis les pieds. Elle s'est remise en situation de maîtrise personnelle, de contrôle personnel. Ça veut dire qu'au niveau du lâcher-prise, elle n'est pas encore en totale confiance en quelque sorte. Et donc, bah, du coup, hop, tu peux t'asseoir. Et si je peux me permettre de faire mon psychologue à 2 balles, qu'est-ce qui nous montre aussi qu'elle était dans du contrôle? C'est qu'elle a enlevé ses chaussures. C'est-à-dire qu'elle avait quelque part une petite peur que ça ne se passe pas bien avec les chaussures, ou un besoin de plus de confort, ou enfin en gros, elle a rajouté les trucs pour se mettre en confort, en sécurité. Et à partir du moment où on aurait pu dire, alors c'est facile à dire après coup, hein, je suis Colombo moi, mais vous voyez, à partir du moment où elle enlève ses chaussures, où elle aménage comme ça des petites choses, on peut se dire, ah tiens, il y a quelque chose de différent chez Vincent que chez les autres. Alors vous 5, super qualité de réponse, hein. Parmi vous 5, alors ça peut être les 5, hein, si vous voulez, ça va assez vite, hein. Qui veut faire l'expérience d'être après allongé entre les tables? Toi tu veux 3, 4, tout le monde? Ok, allez, on va faire les 5. Ok. Alors, on va allonger tout ça, mais au milieu pour que tout le monde puisse voir. Hop, donc on va se mettre dans ce sens-là, celle-là on va la mettre au bout là-bas. Et la deuxième. Super, je vous laisse faire. À peu près à distance aussi. Alors, on va pouvoir éloigner un petit peu les 2 tables. Donc après, ce que je vais faire, c'est que je vais rester donc avec les 5 personnes qui sont ici. Et donc l'idée, c'est qu'à tour de rôle, on va refaire cette position dans laquelle on était. Donc on va refaire un petit peu la chute en arrière. Par contre, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire jouer votre corps plusieurs fois. Hein. Je vais vous pencher, vous redresser, vous pencher, vous redresser, pour que vous puissiez prendre confiance dans cette rigidité. Alors vous voyez, c'est comme une planche en quelque sorte. C'est rigide, mais c'est pas rigide comme un truc dur, c'est pas rigide comme la table. C'est rigide avec en même temps une certaine souplesse. D'accord? Et donc vous allez sentir que votre corps, il peut bouger d'avant en arrière, et qu'il reste en quelque sorte gainé, comme si la colonne vertébrale était un espèce d'axe central qui tient solidement. Et puis dès qu'on aura senti, en faisant comme ça plusieurs allers-retours, que vous êtes en confiance et que votre corps il a cette rigidité, à ce moment-là, ce que je demanderais, c'est aux autres filles là, qui ne participent pas à l'expérience à ce moment-là, de effectivement s'organiser pour qu'il y en ait 2 qui soulèvent les pieds et puis une qui reste avec moi réceptionnée aux épaules. Et donc l'idée, c'est qu'ensuite, on va déposer ici, alors les pieds sur la table. Au niveau des pieds, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de contrainte. Donc on peut poser comme ça juste le bout de la jambe. D'accord? Par contre, au niveau des épaules, comme je disais, je ne connais pas l'état de leur cervicale, etc. Donc on va se mettre en sécurité et en confort. On va poser au niveau des omoplates. D'accord? Donc il y aura juste ici le bout d'une jambe sur une table. Et sur l'autre table, eh bien, on va poser les omoplates, la nuque, la tête. Pour celles qui vont être à l'épaule avec moi à tour de rôle, il faudra faire attention à tenir la main sous la tête.
parce qu'en fait, vous verrez que le corps, il est raide, mais qu'en même temps, ils sont détendus. Ça veut dire qu'au moment où on les bascule en arrière, alors maintenant j'ai l'expérience, mais je me suis fait avoir quelques fois, au moment où on les bascule en arrière, il y en a, la tête, elle vient taper sur la table, parce que, quand je dis ton corps est rigide, les gens qui sont très suggestibles et qui prennent au pied de la lettre, il a dit mon corps. Il n'a pas parlé de ma tête. Et donc la tête, elle reste totalement endormie, totalement lâchée, ce qui fait qu'il faut mettre la main sous la tête pour éviter que la tête aille se cogner sur la table. Ça, c'est vraiment le bénéfice de l'expérience. Les premiers, bah écoute... qui veut commencer? Qui veut être la première? Très bien. Ton prénom, toi, c'est comment? Shamsi. D'accord, très bien, ok. Alors, on s'organise. Qui va m'aider à porter? Qui vient aux épaules avec moi? Personne? Toi, tu te mets aux épaules avec moi? Toi, tu te mets au pied, toi, tu te mets au pied, et puis après, toi, tu te relèves un peu d'après. Donc, on va se... Attendez, je vais faire ça. On va rapprocher les tables de l'estrade, on va prendre un petit peu de place ici. Hop là. Voilà. Donc, on va se mettre là, hein, de ce côté-là, et puis chacun connaît son rôle, la partie qu'il aura à prendre au jeu de bien. Donc, même chose, tu te mets en position de confort, et puis tu vas laisser tes yeux se fermer. Je vais reposer ici les mains au niveau des omoplates. Et puis on va attendre à nouveau que le contact, en quelque sorte, s'établisse, que ce soit collé, que ce soit soudé. Et puis je vais retirer mes mains en arrière, tu vas sentir que ton corps reste collé, soudé, très 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 bien. Alors maintenant, je vais faire jouer comme ça ton corps 2-3 fois, le pencher un petit peu plus, et tu vas prendre confiance dans cette capacité qu'a ton corps à être raide, raide, raide comme une planche. C'est-à-dire qu'à la fois c'est souple et raide, très 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 bien. Alors maintenant, ton corps reste rigide, comme ça, tonique, et on va pouvoir te soulever. Donc vous allez attraper les pieds, c'est vous qui soulevez les pieds, nous on va, voilà, très bien la tête. Allez-y, vous soulevez, et elle va rester raide, 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 très 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 bien. Alors vous posez les pieds là-bas, on peut poser ici, alors pose la tête, voilà, on peut poser la tête sur la table, on a même pu éloigner là-bas la table un petit peu plus, et donc vous allez voir, alors elle tient, regardez comment on met celui-là, vous voyez les paupières? Pour ceux qui sont assez près, et la respiration ventrale. Alors je vais montrer quelque chose d'encore plus surprenant, c'est que c'est solide. Donc je vais me permettre d'appuyer sur ton bassin. Vous allez voir, c'est un ressort. Vous voyez? Et elle tient. Alors vous voyez, elle s'est pas les yeux si elle voulait. Elle puis à vous dire un truc. Ça va, c'est confort? Tout à fait. C'est bien, hein? Bon, on va boire un café, on revient, d'accord? Vous voyez, elle peut rigoler, elle peut lâcher prise, elle tient. Et alors, on va bientôt la relever, mais regardez le ventre, ce dont je vous parlais. Alors là, elle rigole, mais regardez comment, quand elle rigole pas, s'il y arrive, comment c'est souple, vous voyez, le ventre, ici, voilà, très bien. Vous voyez comment le ventre est souple? Les abdos ne sont pas contractés, et au niveau du dos, même chose, ici, les muscles ne sont pas contractés. Elle est debout, elle vit l'expérience pour la première fois de sa vie, d'être debout, en position allongée. Tu gardes les yeux fermés, on va maintenant te redresser. Si vous voulez bien, vous remettez vos pieds à la tête avec moi, hop là, et puis on va te redresser. Vous posez les pieds doucement par terre, on t'aide à te remettre debout, et là tu peux ouvrir les yeux, tu bouges les bras, tu bouges les pieds, tu ressors bien totalement de ton expérience. Ok? Ah, c'est génial. Ah, c'est génial. Oui. On n'a pas, j'avais l'impression qu'on m'emmenait ailleurs. Ouais. Au moment où on m'a prise, j'avais l'impression qu'on me faisait partir je sais pas où avant de revenir là. Ouais, mais en fait, t'as encore un poisson là parce que t'as été faire un tour dans le lac. Et... Merci. Je t'en prie, je t'en prie. Et vous comprenez un petit peu mieux, vous voyez, elle n'a pas l'air traumatisée. Comme je vous disais à la fin du week-end sur l'hypnose classique, c'est ceux qui ne sont pas partis qui font la gueule. Je vous dis, ceux qui partent ont l'impression qu'ils ont vécu un truc génial. Vous comprenez comment sur les addictions ça peut être utile. Allez, qui est encore? Alors, qui c'est qui se lève cette fois-ci? Une aux épaules, deux aux pieds. Voilà, très bien. Alors, tu laisses tes yeux se fermer maintenant. Et puis, je vais simplement remettre mes mains ici. Et puis, à nouveau, ça va coller, ça va souder comme tout à l'heure. Ce qui fait que lorsque je vais retirer mes mains en arrière, on va sentir que ton corps est collé, qu'il part en arrière. Voilà, très, très, très bien. Et alors, cette fois-ci, je vais le faire jouer comme ça 2-3 fois pour que tu puisses te sentir totalement confortable avec cette rigidité de ton corps. Très, très, très bien. Maintenant, je vais te redresser, ton corps reste rigide, collé, soudé, bien droit, et puis tu vas sentir qu'on soulève tes pieds, allez-y, vous attrapez les pieds, vous soulevez, on tire la tête, merci, allez-y, soulevez, 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 il faut s'ouvrir, il faut y aller, hop là, et elle tient droite, sans effort, sans fatigue. On va poser ici les omoplates, rapprochez un peu la table là s'il faut, la tête doucement, voilà, très bien, ça suffit, ça suffit. Et vous pouvez la lâcher, elle va tenir. Et donc, on va voir toujours pareil au niveau du visage, hein, sur les paupières, ça c'est quand même un signe d'hypnose. Et puis là-bas, vous allez retrouver la respiration ventrale. À nouveau, je vais me permettre de toucher ton ventre. Hein. Prévenez toujours quand vous touchez quelqu'un qui est en hypnose, parce que sans ça, les gens peuvent vraiment être surpris. Vous voyez, on a la respiration ventrale, vous la voyez, et puis un ventre à nouveau qui est souple.
au niveau du dos aussi, ici c'est souple. Elle a un beau visage hypnotique, et pourtant elle est là. Elle entend tout ce qui se passe. C'est vraiment l'expérience de la dissociation, elle est là, et en même temps, elle est ailleurs. Et le vécu des patients en hypnose, c'est ça. Vous voyez, on va la laisser là pareil 1 heure, elle est partie rêver, là, je crois qu'elle est partie. Allez, on va te redresser, en même temps, garde le contact, elle entend tout ce que je dis, elle sait quand je parle aux autres. On va maintenant te redresser, tu attends pour les poser tes pieds par terre. Voilà, on t'aide à te redresser, en même temps tu peux rebouger volontairement, tu peux rouvrir les yeux, bouger les bras, bouger les jambes, et te récupérer bien comme il faut. Allez vite, beau sourire. Si j'avais su faire ça au collège, j'aurais pas été... Si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. À qui le tour? Toi? Allez, très bien. Alors, qui c'est qui va soulever? Pareil, 2 aux pieds, 1 aux épaules, c'est bon? On est au complet? Allez, donc je vais me permettre, tu fermes les yeux s'il te plaît, je vais me permettre de poser les mains ici au niveau des omoplates, et puis à nouveau tu vas sentir que ça se colle, que ça se soude. Ça fait comme de la superglue 3, comme du ciment à prise rapide, ce que tu veux. Et puis au bout d'un moment, je vais tirer le en arrière, on va sentir que ton corps est prêt à répondre, prêt à vivre l'expérience. Et à nouveau, je vais pencher comme ça 2-3 fois pour que tu puisses sentir cette raideur, cette rigidité dans laquelle est ton corps. Voilà, c'est très bien, c'est à la fois rigide et souple, d'accord? Donc maintenant, on va t'endresser, ton corps reste bien tendu, bien rigide, on va soulever tes pieds, soulever ton corps, tu vas sentir que tu es comme une planche à l'horizontale. Allez-y, soulevez, hop là, très bien. Et puis, on vient te poser ici, attention la tête, voilà, et donc vous pouvez la lâcher, elle va tenir, et vous voyez, elle est tout à fait détendue. Regardez comment elle s'est relâchée d'un seul coup. Elle a la capacité d'ouvrir les yeux, si elle a la capacité à parler, c'est-à-dire que vous voyez, on sent les différentes réactivités des personnes, hein. Et donc voilà quelqu'un qui peut être dans une dissociation très légère, et pourtant ça tient. Regardez la respiration ventrale. Je vais te faire le ressort aussi, ça va te faire marrer ça. Regarde bien, je me permets d'appuyer sur ton bassin. Voyez, il a dit que ça allait la faire marrer. Allez, tu vas refermer les yeux, on va te redresser. Tu refermes les yeux s'il te plaît. On vient la reprendre. Hop là, vous prenez les pieds. Pareil, on pose les pieds. Hop, on l'aide à s'endresser. On pose toujours doucement. On l'aide à s'endresser. Voilà. Tu peux ouvrir les yeux, bouger les bras, t'étirer. Te réorienter bien comme il faut. L'atterrissage, c'est particulier. Ouais, l'atterrissage, c'est ça tourne un peu. Hein. C'est pour ça que. Ouais. C'est pour ça, je l'ai déjà dit, mais si certains feront ça plus tard, hein, c'est les lâchez pas trop vite. Hein. Les lâchez pas trop vite parce qu'au retour, c'est oula, on se sent pas forcément partir. Ça part doucement en quelque sorte, mais quand tu reviens, ça revient un peu brutalement. Il y a des gens, ça tourne, ils peuvent avoir un vertige, etc. On les rassure, c'est ok, bah, ça fait partie de l'expérience. C'est un apprentissage, et finalement, c'est un apprentissage du lâcher prise en accéléré. Il y en a à qui ça ferait du bien. Je sais plus où j'en suis, qui on n'a pas fait. Vous deux, allez. Ok, d'accord. Non, les deux en même temps, je ne les ai pas faire encore. Parce qu'en fait, je suis mal foutu, j'ai que 2 bras. Donc, Allez, si tu veux bien, tu laisses tes yeux se fermer. On pose ici les mains au niveau des omoplates. On a les jambes pour soulever, tout est carré. Et donc, on va attendre effectivement que ça colle, que ça soude. Et donc, lorsque je vais tirer même en arrière, comme tout à l'heure, hein, tu vas sentir que ton corps accepte de suivre. Voilà, très bien. Et puis maintenant, tu connais la procédure. Je vais pencher ton corps comme ça 2-3 fois pour que tu prennes confiance dans les capacités de ton corps à avoir cette rigidité. Très bien. C'est super. Alors, ça reste rigide, raide. Et maintenant, on va soulever tes pieds. On va tenir sa tête à nouveau. Allez-y, on soulève et elle va tenir bien raide, comme une planche. Alors, on pose ici. Attention à la tête toujours quand on pose la tête. Voilà. Et tu vas pouvoir tenir ici, rigide. Allez-y, vous pouvez la lâcher. Elle va tenir. Regardez les yeux pour ceux qui sont au premier rang. Vous voyez comment elle vient rapidement. D'accord. Et donc, la respiration ventrale, pareil. Vous voyez, on peut utiliser le ventre ici. Super souple. Les gens réagissent tous différemment. Hein. Vous avez vu chez elle? Et puis là. Allez, on va la remplacer. Hop là, on reprend, on retrouve cette position toujours. Hop là. On t'aide à t'endresser et tu peux bouger volontairement les pieds, les jambes, ouvrir les yeux. Ça fait quoi? Ça me rappelle des crises d'hypoglycémie où on partait, mais Ouais, finalement, on n'a pas l'impression d'être parti très loin. En même temps, vous avez vu chez elle, les yeux, comment c'était impressionnant. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui se passait. Et ce que vous avez aussi, c'est qu'on avait une qualité de réponse
tout petit peu moindre. Hein, elle était un petit peu plus, comme ça, un petit peu plus pliée en deux. Et donc, c'est pour ça que j'ai attendu un tout petit peu plus longtemps pour la lâcher complètement, qu'on soit bien en sécurité. Et je pense que maintenant, on a l'explication. C'est-à-dire, on a vu qu'elle était suggestible. On a vu tout à l'heure qu'elle partait bien, mais là, il y avait un petit truc qui gênait un peu. Et ben, je pense que c'est la mémoire de ces crises d'hypoglycémie qui n'étaient peut-être pas super confortables, et elle s'est remise aussi dans ce créneau-là en quelque sorte. Et c'est là que pour les psychologues présents dans la salle, et puis tout le monde d'ailleurs, vous êtes tous professionnels de santé, on se rend compte que, voilà, elle dit à l'instant, j'étais en confiance. Et en même temps, son inconscient, il peut travailler à différents niveaux. Et c'est là qu'on voit aussitôt comment ça peut être thérapeutique, hein, parce qu'elle peut en fait recadrer son expérience du passé. Quand on la portait, c'était dans des moments où elle avait une défaillance, etc. Et là, aujourd'hui, au contraire, elle est la héroïne de la matinée. Il faut l'applaudir d'ailleurs. La dernière, c'est toi, je crois ? Isabelle. Allez, Isabelle. Hop là. Donc maintenant, vous avez l'habitude, tous. Alors Isabelle, ça part à une vitesse, c'est dingue. Elle est déjà partie en arrière, c'est fou. Hein. Allez, tu laisses les yeux se fermer, je ne sais pas si c'est déjà fait. Et puis donc simplement, je vais aller en arrière comme ça et ton corps va rester raide, tout à fait rigide. Je vais le pencher 2-3 fois pour que tu puisses prendre confiance dans les capacités de ton corps. Avec Isabelle, elle part à une vitesse dingue, hein, elle est déjà totalement confiance. Alors donc maintenant, on va te soulever, ton corps reste raide. Vous attrapez les pieds, on fait attention à la tête toujours. Allez-y, il faut soulever les filles. Voilà, très bien. Et puis maintenant, on va venir poser ici, on pose la tête doucement. Et ton corps va tenir raide, comme une planche. Voilà, tout à fait. Très bien. Alors, vous allez voir, toujours pareil, cette belle respiration ventrale, elle est vraiment en détente. Regardez, il faut ouvrir les yeux. Elle peut parler. Alors, ton témoignage. Là, ça va très bien. J'ai rien à dire, je veux bien rester là un petit moment. Ça tombe bien, c'est la façon suivante. Alors, au niveau des tables, c'est inconfortable ou tu sens comme sur un nuage, tu sens comment ? Ah non, je suis très bien, très bien. Comme si tu étais sur un coussin ? Comme sur un matelas. Comme sur un matelas, vous voyez, c'est super confortable. Souvent, les gens disent, j'ai l'impression que la table, elle fait tout le long du corps. Comme oui, quelque chose tout à fait. Tout à fait. Il y a la continuité. Ok. Alors, des tables. Juste pour te faire une expérience, je vais appuyer un petit peu sur ton bassin pour que tu puisses sentir ce ressort. Là. Vous voyez comment elle est super détendue. Regardez les mains, regardez les bras. Vous voyez ? Tout le corps est en détente, il y a juste les muscles qui doivent travailler, qui travaillent. Je vais appuyer sur ton bassin, là, te faire sentir ce ressort. Regardez. Vous voyez, on peut appuyer assez fort. Elle tient, aucun souci. Et puis, toujours en détente, hein. Regardez. Toujours en détente. Allez, je sais bien que tu as envie de rester encore un petit peu, mais on va t'en laisser. Hop là, allez, on va poser les pieds par terre. On te redresse. Tu peux rouvrir les yeux, tu peux te réorienter, bouger volontairement. Et reprendre tous tes esprits. J'étais bien. Je sais. En fait, je sais pourquoi je ne sais pas tout ça. Parce que c'est quand même un peu physique. On donne de ça, personne. Quelle heure il est ? 12h36. J'ai pris un tout petit peu de retard, mais on peut prendre une ou deux questions à chaud, puis après on s'arrêtera pour la matinée. Et cet après-midi, vous avez compris, c'est Thierry qui prend le relais. De toute façon, je vais rester avec vous toute la journée, donc vous pourrez aussi poser vos questions. Vas-y. Ouais. Je vais vous traduire après. La question étant, là, ce sont des personnes très suggestives. Mais quand on se fait en hypnose et qu'on se trouve dans cette état qui existe. Merci de la question. Donc la question c'est, là on a affaire à quelqu'un qui est très suggestible, à des gens qui sont très suggestibles, donc ça marche tout seul. Effectivement, je vous ai expliqué, hein. Je vais faire des tests pour choisir les gens, et je sais que si les gens sont suggestibles, alors on peut dérouler tout le reste. Et c'est comme ça qu'on fait au spectacle. Et donc dans les formations, souvent les gens qui, parce qu'on fait ça avec les stagiaires, et les gens qui ne sont pas suggestibles disent « Ah bah merde alors, moi je vais quand même pouvoir faire de l'hypnose ou pas ?» Oui, rassurez-vous, Erickson passe par d'autres chemins. C'est-à-dire qu'avant Erickson, on ne savait hypnotiser que les gens qui étaient suggestibles. Et c'est pour ça que Freud a abandonné l'hypnose, entre autres, parce qu'il le dit lui-même, hein, relisez Études sur l'hystérie avec Breuer, en fait il n'arrivait pas à hypnotiser tout le monde, parce qu'on ne savait hypnotiser que les gens qui étaient suggestibles. Et avec quelqu'un qui est résistant, alors qui veut vivre l'expérience mais qui a des résistances intérieures, et bien effectivement Erickson nous a appris. Alors je peux pas, par contre, si la formation elle dure 25 jours, c'est parce que je peux pas vous dire en 25 minutes. Mais donc effectivement on va apprendre pendant cette formation tout un tas de façons pour permettre
d'emmener les gens, d'accompagner les gens qui sont résistants à vivre quand même cette expérience d'hypnose. Erickson disait « tout le monde est hypnotisable ». Simplement, vous n'irez pas tous dans la même profondeur d'hypnose. Et Erickson rajoutait « la profondeur d'hypnose, on s'en fout ». C'est comme la profondeur du lac. Une fois qu'on sait nager, qu'il y ait 1 mètre d'eau ou 40 mètres d'eau en dessous, c'est la même chose. L'essentiel, c'est de savoir nager. L'essentiel, c'est de savoir aller en hypnose. Et d'ailleurs, avec les 5 personnes qu'on a eues, vous avez vu les différences de réaction. Il y a des gens qui avaient l'air d'être partis très 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 loin. Je pouvais chercher à les faire rigoler, etc. Rien du tout, le visage impassible. Et d'autres, ils ouvrent leurs yeux, ils racontent leur vie, ils auraient pu prendre une clope, etc. Vous voyez, chacun dans des réactions très très différentes. Chacun à sa façon est parti en hypnose. Je dis régulièrement, l'hypnose, elle est beaucoup plus sujet dépendant que opérateur dépendant. Moi, je fais à peu près la même chose avec tout le monde, et j'ai des résultats différents, parce que les gens sont tous différents. Par contre, je dois être un artiste, c'est-à-dire que je dois savoir faire du sur-mesure. Et puis, si quelqu'un n'est pas parti, eh ben, je dois trouver les chemins qu'on va prendre pour l'accompagner à partir quand même. Et c'est là que ça devient passionnant. Quand ça marche tout seul, c'est pas intéressant. Ce qui est passionnant, c'est effectivement quand il faut réfléchir un petit peu, et puis voir, bah tiens, quel chemin je vais pouvoir prendre pour enseigner à cette personne à partir en hypnose. S'il y a 50% des gens qui ne sont pas réglés au sujet du problème de tabac, ouais. Ça veut dire quoi? Qu'on n'a pas trouvé le chemin? Alors, 100% des gens qui viennent pour arrêter de fumer partent en hypnose. Tout le monde part en hypnose. Enfin, quand je vous dis 100%, en vérité, je dois être à 98%. C'est-à-dire que même moi, au bout de 23 ans d'hypnose, il y a encore des gens que je n'arrive pas à faire partir en hypnose. Mais ça doit être 2% des gens que je rencontre. Donc, quasiment tout le monde va partir en hypnose. Par contre, c'est pas parce qu'ils sont en hypnose que ça va fonctionner à tous les coups. Parce que dans l'arrêt du tabac, il y a tout un tas d'autres questions qui vont rentrer en ligne de jeu. C'est est-ce qu'ils sont réellement motivés ou est-ce qu'ils viennent là parce que leur femme elle leur a dit si t'arrêtes pas de fumer, je divorce. Ça va pas être la même. Donc effectivement, dans les 50% de succès, il peut y avoir plein de raisons autres que la qualité de l'hypnose. Et ça peut être parfois la qualité de l'hypnose. S'ils ont vraiment pas le sentiment d'avoir été hypnotisés, ils vont dire ah bah l'hypnose n'a pas marché, donc il n'y a pas de raison que j'arrête de fumer. Mais c'est le cas le moins fréquent. Et les 50% d'échecs, c'est bien souvent des gens qui ont arrêté de fumer plusieurs mois. Je m'appuie aussi sur le bouquin d'Alain Carr, que vous connaissez, la méthode simple pour arrêter la cigarette, où il prend l'exemple du petit monstre. Et donc ce que je dis, c'est le petit monstre ne meurt jamais. Considérez-vous comme chez les alcooliques anonymes, où on dit, même au bout de 10 ans, fais pas la connerie de reprendre un verre, parce que tu risques de repiquer. Avec la cigarette, c'est encore plus vrai. C'est une drogue tellement puissante que c'est tout ou rien. Et pour une personne qui arrive à arrêter de fumer, puis après à prendre une clope une fois de temps en temps le samedi, il y en a 1000 qui reprennent une clope et qui reprennent un paquet le lendemain. Statistiquement parlant, on n'est jamais un ancien fumeur. On est comme l'alcoolique abstinent, on est au mieux un fumeur abstinent. Et tous ceux qui se plantent, ils sont restés 9 mois sans fumer, et puis il y a une soirée, un petit barbecue, un peu de rosé et tout, et puis ils ont dit, oh, une clope, c'est pas grave, une clope. Regarde, ça fait 1 an que je fume plus, je suis fort maintenant, juste une clope, c'est pas grave. Là, ils prennent une clope, et puis ils sont, pardon, j'ai encore dû le dire, ils sont baisés, parce que ils reprennent le paquet le lendemain. Et pourtant, je l'explique à tout le monde, n'y touchez plus jamais. Trop dangereux de jouer avec la clope. C'est toujours elle qui gagne. Il y avait une autre question derrière? Oui. Oui.